L'équipe de France a joué 2 matchs sur 3 de cette session de qualification pour la Coupe du Monde au Qatar 2022. Des résultats mitigés, une position délicate au classement. On va débriefer les 2 premiers matchs de l'équipe de France. Quelles sont les bonnes satisfactions, les choses à améliorer? On va faire un retour sur le match de l'Ukraine. Bonjour Baptiste, comment ça va? Salut Maxime, très bien et toi? Bah bien. Après avoir pris un peu de recul pour analyser ces deux matchs et voir un peu ce qu'on va pouvoir dire là-dessus. Donc toi déjà, de ce que tu as pu voir sur le match, de ce que tu as pu entendre, vu que tu n'as pas pu voir le match en direct, quelle conclusion tu peux tirer de ce match? Comment ça t'a paru? Euh, Ce match en Ukraine, déjà, tu te dis au premier abord que c'est difficile, c'est toujours des déplacements délicats dans l'Est. En début de saison, donc avec des joueurs qui sont pas forcément toujours prêts physiquement, qui sortent aussi d'un été assez court puisqu'il y avait l'Euro en juillet, même si on a pété très très loin malheureusement. Mais non, je pense que c'était un déplacement difficile. Alors après, il fallait avoir une compo adéquate probablement pour pouvoir battre ces Ukrainiens. Et de ce qu'on est ressorti, c'est qu'on a manqué cruellement de puissance offensive. Oui, c'est ça. Alors on va commencer déjà dans le retour un peu sur le match de l'Ukraine. 1-1, un match nul qui peut sembler un bon résultat entre guillemets si on le prend comme ça de manière brute. Mais si on analyse un peu ce qu'on a vu du match, comme tu as dit, cette pauvreté offensive dans le jeu, c'est quand même un mauvais résultat, sachant que, on va le voir ensuite, ça nous met dans une position un peu délicate au niveau du classement. Donc, d'ores et déjà, on va voir la composition d'équipe. Alors, une composition d'équipe qui prête un peu à des doutes, enfin, qui laisse place aux doutes, puisqu'on a l'incorporation de plusieurs joueurs par rapport au match précédent. On a Zouma qui rentre dans le 11, Tchouaméni à la place de Verretou et Rabiot en ailier gauche, un peu à la manière de Matuidi en 2018. Et à la surprise générale, un peu la présence de Martial sur le front de l'attaque à la place de Karim Benzema. Donc qu'est-ce que toi, là, une compo comme ça, tu t'en penses quoi déjà? Bah déjà, comme je t'ai dit, on s'attendait à un match rude face à l'Ukraine. On a vu que l'Ukraine allait... Enfin, il n'y a aucune surprise, l'Ukraine a joué à 5 derrière. Moi, la question que je te repose en échange, c'est est-ce que tu crois qu'Anthony Martial est le joueur le plus à même à peser sur une défense regroupée derrière? Ah non. Mais de base, est-ce que Anthony Martial est un numéro 9 titulaire de l'équipe de France au vu de ses performances en équipe de France et en club depuis au moins 2-3 ans? Bon, là, du coup, c'est lui qui a marqué. Voilà, à la suite d'un petit cafouillage dans la surface, il a su être là pour mettre le pied au bon moment. Ça reste un joueur qui a du mal à Manchester United, qui joue pas beaucoup, qui est remplaçant, qui a marqué que 2 buts en 26 sélections. Pour une sélection comme la France, c'est quand même assez problématique. Mais surtout, bon, Martial en numéro 9, c'est pas la chose qui me gêne le plus dans cette composition d'équipe. Je pense que tu fais référence à Griezmann, non? Ou non, Griezmann non. Griezmann positionné en numéro 10 derrière l'attaquant, ça me va. Un peu en 9,5, voilà, à la manière de jouer de l'Atlético. C'est pas ce qui me gêne le plus. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est cette... Désolé de te couper, mais du coup, le problème, c'est que si tu veux mettre Griezmann derrière un attaquant, il faut avoir un attaquant qui soit va peser sur la défense comme le faisait par exemple Olivier Giroud, soit va être un attaquant de pressing comme Griezmann avait l'habitude d'évoluer à l'Atlético Madrid avec des Torres, des Falcao, ou soit il va falloir vraiment un tueur devant. Et Martial n'est aucun des trois. Donc selon moi, mettre Griezmann en 10 c'est bien, mais il faut un 9 qui est complémentaire avec lui. Ouais, Benzema aurait pu jouer ce rôle hein, quand même avec son jeu en déviation et sa qualité technique. Et alors moi, Plus, du coup, après, ce qui me gêne le plus, c'est cette charnière centrale. Kimpembe Zuma.
Au niveau international, je trouve pas ça bien du tout. C'est des joueurs honnêtes, mais quand on va parler de charnière défensive d'une équipe championne du monde, bon, Kimpembe Zouma, non, non. Si on prend les Déjà, derniers champions du monde, Zuma n'est même pas titulaire à Chelsea. Et Kimpembe, on va voir s'il pourra l'être au PSG quand Ramos, Marquinhos seront là, hein. oui, et Zouma d'ailleurs qui est même plus à Chelsea, hein, qui est parti à Aston Villa, hein, il me semble, ou à West Ham. Parce West Ham. qu'il jouait plus du tout. Donc je trouve que c'est assez étonnant de récompenser son choix. Ok, il part dans un club plus faible, mais il n'était pas du tout titulaire à Chelsea, où il y avait quand même moyen de s'imposer en soi, même si Christensen ou Rudiger sont bons, mais il y avait moyen de t'imposer. C'était un taulier à Chelsea, il s'est pas du tout imposé, et là il va jouer à Villa, il est récompensé par une titularisation dans un match difficile. J'insiste sur ce point, difficile en Ukraine. Moi je trouve que c'est un gros cadeau, alors qu'il y a quand même des défenseurs centraux en France qui sont excellents, quoi. Ah bah ouais, c'est clair, on peut bon, parler de Koundé, hein, qui aurait pu, s'il n'avait pas été mis sur ce poste de latéral droit contre la Bosnie, une sacrée alternative quand même au poste de défenseur central. Non mais ouais, quand on prend les charnières des équipes championnes du monde, voilà, l'Allemagne 2014, c'est quand même deux centraux d'un autre niveau. L'Espagne 2010, bah, c'est pareil, hein, c'est quand même Piqué Puyol au sommet de leur art. Enfin, bon, et là on a Ah, Kimpembe Zouma, pas fou. Là, je trouve que ton exemple est très bon, parce que si on prend par exemple, bah, tu parlais de Hummels Boateng en 2014, de Puyol Piqué en 2010, on a des joueurs, des défenseurs qui étaient déjà très très forts techniquement, qui étaient les premiers relanceurs de l'équipe, qui avaient une bonne pointe de vitesse, une très forte intelligence de jeu. Là, j'ai l'impression que Kimpembe Zouma, tu sais, ils sont toujours à la limite en fait dans leurs interventions, c'est toujours à l'arrache. S'il n'y a rien de sûr, techniquement, c'est pas propre. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est pas complémentaire et c'est pas une belle charnière centrale. Et après, en plus, c'est même pas quelque chose que tu peux installer dans la durée. Il y a pas trop de sens, je trouve, à les tester comme ça ensemble. Ouais, mais surtout que, bon, encore si c'était un match un peu, bon, un peu léger, voilà, on est très bien placé, on joue, je sais pas, Andorre ou le Liechtenstein, bon, je t'aurais dit ok. Bon, là, c'était quand même un match important contre une équipe qui joue aussi la qualification. Assez étonnant de voir Varane aussi sur le banc, des choix de Deschamps un peu compliqués. Donc on a parlé un peu, voilà, de ces points négatifs. En point positif, quand même, l'association de Pogba-Chouameni, très 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 complémentaire, enfin le petit Chouameni de Monaco à 21 ans, qui a montré quand même de très 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 belles choses. C'est quand même assez rassurant ça. Je trouve qu'il a une activité sur le terrain qui est vraiment très très intéressante. C'est un peu une pieuvre, je trouve, et puis même techniquement, il est très sûr. Et finalement, il est dans les continuités de ses performances avec Monaco, même si le club de la Principauté est un petit peu en difficulté en ce début de saison. Moi, j'ai vu un Tchouaméni qui avait quand même été assez bon, notamment contre le Shakhtar. On sent que le mec a du ballon, et en fait, ça, c'est un peu une sorte de mini Pogba, je trouve. C'est un jeune joueur très très intéressant. C'est un milieu de terrain très moderne. Ouais, c'est ça. Et pour finir quand même, la titularisation de Rabiot qui a été rappelée il y a peu, hein, par Deschamps. Ailier gauche, un peu à la façon de Matuidi en 2018. Moi j'aime bien l'incorporation de Rabiot dans ce 11. Peut-être pas à ce poste-là, mais je trouve qu'au milieu de terrain, il apporte une sérénité balle au pied, une capacité aussi de projection vers l'avant, que ce soit balle au pied ou par la passe, qui est quand même assez intéressante. Surtout quand tu as un double pivot comme ça, Pogba-Chouameni, où Pogba va plus orienter le jeu, peut orienter le jeu par ses passes longues, par sa vista naturelle. Rabiot, lui, il est plus dans la gestion et dans le contrôle du tempo un peu. Et j'aime bien, et je trouve de toute façon que les 4 milieux là, Pogba, Chouameni, Rabiot, Kanté, là maintenant après ça, c'est indétrônable. C'est les 4 qu'on doit voir si on se qualifie à la Coupe du Monde. Oui, alors je suis d'accord avec toi sur les choix des hommes. Après, sur Rabiot, je trouve que ça manque quand même un petit peu de percussion et de vitesse quand même dans son jeu. Je trouve que par rapport à ce qui se fait dans d'autres sections, on regarde par exemple l'Italie, pendant l'Euro, avait des milieux de terrain qui étaient très agressifs, qui récupéraient très vite les ballons.
Ça existait aussi, même pour les Anglais avec Phillips qui est un milieu très agressif, etc. Et je trouve que Rabiot, il fait trop dilettante sur le terrain. En foot de sélection, ça m'embête un petit peu je trouve qu'il est trop nonchalant. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est complémentaire du coup de Tchouaméni ou Kanté qui sont, comme tu as dit, donc Tchouaméni, une pieuvre, un peu une espèce de machine à récupérer les ballons. Kanté, on le connaît maintenant. Donc, moi, je trouve ça bien aussi d'avoir à côté des Pogba, des Rabiot qui peuvent aussi faire parler leur qualité technique. Et le problème, après, c'est l'association sur le terrain. Rabiot, il est intéressant dans une équipe. Il aurait pu être complémentaire de Pogba et Tchouaméni, mais pas ailier gauche. Pas dans un 4-2-3-1. Peut-être dans un 4-3-3 où tu mets Tchouaméni en sentinelle ou Pogba, comme il le faisait à la Juve. Et après, Tchouaméni, Rabiot pour porter le ballon vers l'avant, pour effectuer ses premières relances, quoi. Mais si tu veux mettre, à la limite, si tu veux mettre Rabiot dans un 4-2-3-1 ailier gauche, c'est des dés, on connaît, on sait ce qu'il veut faire. Ok, pourquoi pas, mais dans une configuration de match où tu vas jouer en contre-attaque. Jamais dans une configuration de match chez un adversaire regroupé à 5 derrière. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et surtout, 3 milieux de terrain pour jouer une équipe comme l'Ukraine. Tu savais que ça allait manquer cruellement de percussion sur les ailes. Un match comme ça, tu dois passer sur les ailes, tu dois créer des différences. Et du coup, après avoir un joueur, comme je disais en début de match, qui va prendre des joueurs sur lui dans la surface. Mais là, du coup, Rabiot, il peut pas vraiment créer de différence. Il peut pas accélérer comme un ailier, même comme Coman. Même comme Martial aurait pu faire s'il avait été à l'aile, comme Mbappé sur une aile habituellement. Donc pour moi, c'est pas du tout intéressant dans une configuration de match comme ça de voir Rabiot positionné ainsi. Non, c'est ça. Et puis en plus, on peut pas comparer l'activité de Rabiot avec celle de Matuidi. Quand même, c'est deux joueurs complètement différents. Et bon, on sent que Didier Deschamps, il est un peu dans l'impasse là. Il avait trouvé la recette gagnante avec ce groupe-là. Voilà, après l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018, c'était un peu la consécration. Là, tu sens qu'il faut se réinventer et c'était mon point après, c'était ma question, c'est comment... donc on savait, la victoire en 2018, c'était construit sur un groupe qui restait le même, une équipe type, on avait trouvé la formule et on avait trouvé l'équipe. Comment installer une continuité et une dynamique de groupe et un collectif quand on change tout le temps d'équipe, quand on change tout le temps de joueurs? Voilà, on a dit l'incorporation de plusieurs joueurs, voilà, ici, là, un peu dans toutes les lignes. C'est plus un match amical, c'est pas la Ligue des Nations, c'est pas les phases de poule. On doit se qualifier, on doit créer une dynamique pour une compétition dans 1 an et demi, mine de rien, même moins d'1 an et demi. Le temps presse et j'ai pas l'impression qu'on assiste à un collectif qui se met en place, qui se construit comme peut l'avoir déjà l'Italie, comme est en train de faire peut-être là avec Hansi Flick l'Allemagne. L'Espagne, on sait que c'est un peu les mêmes collectifs. Voilà, j'ai l'impression que la France est un peu derrière sur ce point-là. Oui, et tout à l'heure, tu prenais l'exemple des derniers champions du monde. Personnellement, le 11 de l'Espagne, champion du monde en 2010, je peux te le réciter les yeux fermés. Le 11 de l'Allemagne, champion du monde en 2014, idem. Et le 11 français, champion du monde en 2018, on peut te le réciter les yeux fermés. Aujourd'hui, qui serait capable de citer les 11 Français titulaires, tout simplement? Non, c'est ça. Enfin, il n'y en a pas. T'as pas de joueurs vraiment installés. Tu sais que tu vas avoir des tauliers comme Mbappé, Pogba. Évidemment, Varane va revenir, Lloris dans les cages. Mais sinon, je trouve que ça manque de continuité. Après, bon, Dédé est privé de Pavard, Hernandez par exemple. Mais ok, c'est cool de vouloir incorporer. Moi, je trouve même que c'est positif. On l'a vu avec Tchouaméni, ça peut être positif d'apporter un peu de sang frais. Mais par contre, il faut installer les joueurs. Tu peux pas leur faire un match, puis changer et remettre un autre joueur. Là, par exemple, quand tu vas à la défense sur le match de l'Ukraine, Dubois, Zouma, Kimpembe, Digne, il y a pas de sens, je trouve, à mettre ces joueurs-là ensemble. Ça va pas, on l'a dit, ça va pas être dans la continuité, ça va pas préparer la prochaine Coupe du Monde. C'est même pas des joueurs très jeunes. Donc moi, je suis quand même très dubitatif sur l'installation un petit peu de ce que Didier veut faire, du jeu qu'il veut pratiquer. Est-ce que déjà, quand tu regardes la défense, Digne, est-ce que c'est pas le remplaçant de Lucas Hernandez ou Théo Hernandez? Kimpembe Zouma, est-ce que c'est pas inférieur à une charnière centrale, Théo ou Lucas Hernandez et Varane?
Et Dubois, est-ce que c'est pas inférieur à Mukiele ou par exemple? Tu vois, Là, enfin, là, c'est- c'est très intéressant ce que tu dis. Pour moi, c'est une équipe C. Parce que une équipe C minimum, parce que bah, tu l'as dit, Digne, c'est derrière les deux Hernandez et c'est aussi derrière Ferland Mendy. Sûr. Dubois, il est derrière Pavard et Mukiele sûr. Même si Mukiele, on n'a pas encore vraiment pu le voir en équipe de France, mais ses performances à Leipzig sont très supérieures à celles de Dubois à Lyon. Et puis bah, la charnière centrale, c'est évident. Je pense que Zouma est peut-être même quatrième choix si tu prends aujourd'hui des mecs comme Upamecano, Koundé, tu as dit les Hernandez dans l'axe, Varane. Je suis même pas sûr que Zouma soit meilleur à l'anglais que quoi que c'est non. Non, c'est clair, ou même Aymeric Laporte. Hein. Ah non, mais non. On a laissé passer Aymeric Laporte. Quel dommage, Aymeric Laporte qui forme une charnière centrale avec Pau Torres de belle qualité avec l'Espagne. Quel dommage de ne pas avoir des joueurs comme ça dans notre vivier de jeunes. Bref, passons. Du coup, voilà, on a vu un peu ça. Pour finir un peu sur ce match, les gagnants, les perdants, voyons quand même, faisons un point sur le calendrier et le classement. Parce que c'est intéressant de le voir. Donc la France est quand même première avec 9 points après 5 matchs, 2 victoires, 3 nuls. Bon, un bilan un peu mitigé quand même dans ce groupe-là. Attention quand même, la Finlande est derrière nous, deuxième avec 4 points de retard, mais 2 matchs en moins. Donc le trou est fait avec l'Ukraine, en ayant joué déjà les deux confrontations avec 4 points d'avance. Bon, je pense que voilà, le trou avec l'Ukraine et la Bosnie, Ukraine, Bosnie, Kazakhstan est fait. Voilà, 5 points, 2 points, 2 points. Bon, à part si la Bosnie gagne leurs 2 matchs et se retrouve à 8 points au bout de 5 matchs, mais bon. Donc une situation au classement qui revêt beaucoup plus d'importance maintenant pour le match contre la Finlande. Oui, après là, je pense que personne n'a peur aujourd'hui en France, on sait tous qu'on va se qualifier pour cette Coupe du Monde. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'était à quel niveau on va arriver à cette Coupe du Monde. Et pour moi, les matchs là qu'on voit, ils sont importants dans le sens qu'on veut construire une vraie équipe, une équipe qui peut vraiment rouler sur ses adversaires. Pour moi, c'est plus important de voir ça plutôt que vraiment la qualification, même si elle n'est pas encore assurée et que dans le football tout peut se passer, mais on sait qu'on y sera. Au-delà du classement, moi ce qui m'intéresse, c'est les performances sur le terrain, et y compris lorsque l'équipe de France gagne depuis 1 an, voire peut-être même plus, on se souvient jamais d'une équipe de France dominatrice ou qui a vraiment marché sur son adversaire. Ouais, et puis comme quand tu dis quand tu dis quand même qu'on va se qualifier et tout ça, attention quand même hein, parce que je remets là je mets maintenant le calendrier. Donc on a demain soir France-Finlande, donc qui peut valoir cher déjà. Si la Finlande nous bat, on peut se mettre dans une situation très délicate. Ensuite, on reçoit le Kazakhstan. Je pense que c'est de l'argent au coffre, ça, voilà, ça doit être géré. Et après, on a un déplacement en Finlande. Donc attention quand même, on a des points d'avance. Mais si on gère pas bien cette double confrontation contre la Finlande, on peut finir la phase de qualification, la phase de groupe, avec 8 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 2 défaites. Et attention, au niveau des meilleurs deuxièmes, au cas où si on est deuxième, ça peut ne pas passer aussi. Hein. Mais du coup, ça trahit quand même un petit peu... c'est le corollaire du message que je voulais faire passer. Dans le sens qu'aujourd'hui, si tu crains la double confrontation contre la Finlande, et peut-être à juste titre, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va pas sur le terrain. Ah, c'est ça, c'est cette mise en route un peu trop molle, voilà, cette espèce de gueule de bois là, post Coupe du Monde qui se prolonge. On a vu l'Euro un peu, les Français trop sûrs de leur force peut-être, arriver avec trop de confiance. Voilà, faut arriver à se remettre la tête sur les épaules, à Didier Deschamps aussi de mettre un peu les claques là où il faut, de remettre certains joueurs à leur place et à toujours privilégier le collectif par rapport aux individualités. C'est ce qui a fait la force de la France en 2018. Hein. C'est le groupe qui vit bien, le groupe qui a envie de jouer ensemble, de se faire des passes et voilà, de faire plaisir aux coéquipiers, quoi. Mais ça, tu vois, c'est fou comment encore une fois, comment le football tourne vite. On est début septembre, c'est dire qu'il y a encore 3 mois, l'équipe de France était annoncée, pas que par la presse française, mais même par la presse européenne,
comme la grande favorite de l'Euro 2020. Et aujourd'hui, on en est dans une situation où tu n'es plus capable de battre l'Ukraine, où tu commences à douter, où les joueurs que tu incorpores ne répondent pas forcément présents. Et comme quoi, on voit qu'un cycle vertueux peut vite s'installer, mais l'inverse peut aussi vite arriver. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans une spirale négative et il faut vite la gommer. Donc j'espère que le match contre la Finlande va être l'occasion pour Didier Deschamps et ses Bleus de remettre un petit peu les points sur les i. Parce que sinon, petit à petit, comme tu dis, la gueule de bois post-Coupe du Monde peut se prolonger, les doutes peuvent arriver, la presse va commencer à grogner, le public va être moins enchanté. Et là, déjà, ça peut être une autre limonade pour la Coupe du Monde. Ah, c'est ça, on se souvient de la une de l'équipe avant l'Euro. Tout le monde nous les envie avec Griezmann, Mbappé, Benzema en couverture. Depuis, c'est une victoire contre l'Allemagne sur un CSC et que des matchs nuls. Donc bon, et surtout des matchs nuls contre la Suisse, contre la Bosnie, contre l'Ukraine. On parle pas de matchs nuls contre l'Argentine, l'Italie ou voilà. Bon, ça reste des matchs nuls, surtout avec des prestations médiocres. Et en rebondissant sur cette fameuse une de l'équipe, le monde nous les envie avec ce fameux potentiel offensif. C'est quand même le gros point tactique qu'on doit aborder dans cette vidéo, c'est l'animation offensive de l'équipe de France qui n'est tout simplement pas au niveau. Moi, selon moi, l'équipe de France a quand même un problème, malgré toutes les critiques plus ou moins justifiées qu'on peut lui faire, et que je trouve qu'elle est quand même tributaire du niveau de Kylian Mbappé, et elle est tributaire de ses performances individuelles. Et je trouve que justement, lorsqu'il n'est pas là ou lorsqu'il est moins bien, t'as beaucoup moins de percussions et t'as beaucoup moins de poids offensif. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup moins de fluidité dans la construction du jeu, dans l'animation tout simplement offensive, dans la volonté d'aller vers l'avant et de mener les attaques. Et pour illustrer un peu cette animation offensive timide, ou je sais pas comment la définir, qui fonctionne mal, on a pris une action un peu caractéristique. Nous sommes à la 78e minute du match. On rentre dans le Money Time, dans un match un peu important, un peu difficile. On n'est pas bien dans le match. Il y a encore 1-1. Et la France part en attaque. Tout à coup, Karim Benzema vient décrocher pour récupérer le ballon comme il peut le faire en équipe de France ou au Real Madrid. Et ça donne une situation comme celle-ci. Donc, on voit bien Karim Benzema au milieu de l'écran, là, au niveau du rond central, avec Rabiot qui a le ballon en ce moment. Et un vide. On voit les défenseurs ukrainiens qui sont totalement seuls. Aucune dangerosité dans le jeu offensif de l'équipe de France. Donc, d'ores et déjà, on a vraiment un groupe qui est peut-être trop compact. Il n'y a peut-être pas assez de dangerosité. Trop compact, mais là, du coup, ça traduit une nouvelle fois un petit peu les carences de cette équipe de France. On est une équipe qui peut être redoutable en contre, avec des joueurs qui savent très très bien gérer ces situations-là. Je parlais de Kylian Mbappé qui est monstrueux en contre, mais on a aussi même Griezmann, tu te rappelles, en 2018, qui avait des relais incroyables pour bonifier le jeu quand on partait en contre-attaque, etc. Mais du coup, on est vraiment de jouer en attaque placée, de mettre des grosses sessions de possession de balle à l'adversaire, de lui imposer son jeu. Et là, tu te retrouves du coup à 1-1, 10 minutes de la fin, et t'as personne dans le coin adverse parce qu'on n'est pas programmé pour imposer notre jeu à l'adversaire. On est programmé pour détruire le jeu de l'adversaire. Et là, du coup, contre l'Ukraine, le 1-1 contre la France leur va très bien. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit une ligne de 5 Ukrainiens, tranquille, même pas Benzema à prendre. Donc là, ça pose quand même une question sur le style de jeu de Didier Deschamps, parce qu'on a les joueurs, mine de rien, tu peux quand même faire jouer ces joueurs-là plus offensivement. À ce moment-là du match, on aurait dû avoir la situation inverse, où tu avais au moins 3 attaquants, grand minimum 3 attaquants de l'équipe de France, qui faisaient des appels dans le dos, un qui pouvait décrocher, même si Benzema décroche, peut-être 2 ailiers qui sont plus hauts, mais tu peux pas avoir autant de joueurs reculés à ce moment-là du match, c'est pas possible. Non, c'est ça, et puis c'est peut-être aussi un choix d'homme, un casting offensif qui n'est peut-être pas bon. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un Benzema et un Griezmann qui peuvent qui jouent ensemble mais qui occupent un peu le même rôle, dans le sens où les deux vont venir dans la construction du jeu, vont venir dans le cœur du jeu pour
faire remonter le bloc, remonter le ballon par des déviations, par du jeu de haut but. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir les deux dans l'axe du terrain? Donc, je trouve que ça se marche un peu dessus. Et dans la continuité de l'action, donc l'action se continue. Voilà, Léo Dubois reçoit le ballon sur son aile droite. On est à peu près au 20 mètres, au 22 mètres un peu du but. Donc sur une action quand même qui est dangereuse. Et encore une fois, le soutien offensif n'est pas du tout là. On voit Benzema qui est plutôt bien placé pour recevoir un centre. Bon, les centres et Léo Dubois, ça c'est une autre paire de manches. Mais il est plutôt bien placé, mais en soi, qui est au deuxième poteau? Qui apporte le danger? Personne. On voit qu'entre Benzema et Pogba, il y a peut-être 30-40 mètres de vide offensif. Il n'y a pas de soutien. C'est hallucinant. Et tu as même pas un joueur qui est là pour dédoubler avec Dubois, potentiellement un ailier. Tu as même pas un joueur côté opposé. Et tu as qu'un seul joueur perdu dans la surface au milieu de la forêt ukrainienne. Donc non, ça souligne ce qu'on dit. Il y a un très gros manque de poids offensif. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est physiquement, dans quel état sont les joueurs? Parce que je pense qu'il y a quand même une dimension physique en ce début de saison. Ou à ce moment-là du match, peut-être qu'il y en a qui sont plus capables de faire les efforts pour venir apporter leur présence dans la surface. Oui, c'est ça, parce qu'après, du coup, dans la continuité, Léo Dubois fait son centre, mais on voit Benzema qui est tout seul, entre trois défenseurs ukrainiens quand même qui sont pas mauvais dans le jeu aérien et dans l'anticipation des trajectoires. Voilà, là ça se voit bien sur la capture d'écran. De toute façon, il n'y a qu'un seul Français sur la totalité de l'écran. Quand on doit aller chercher une victoire qui a 1-1 et qui reste un petit quart d'heure de jeu, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, c'est un euphémisme, c'est pas bon. Mais ouais, non, mais ça pose la question du physique, de la tactique française. Et du coup, moi, je veux quand même rebondir sur un point important. À ce moment-là du match, Dédé, il a fait 3 changements. T'es au courant quand même? Parce que là, il faut remettre du peps physique, il faut remettre des joueurs qui vont rentrer dans le dernier quart d'heure et qui vont t'apporter de la percussion, qui vont t'apporter des appels. Tu peux pas faire 3 changements dans un match comme ça, où tu vois ton équipe qui est pas capable de passer sa moitié de terrain pour apporter du danger dans la surface adverse. Surtout qu'il y avait du matériel. Il y a quand même du Thomas Lemar et tout ça qui était sur le banc. Bon, on a le potentiel offensif en équipe de France. Faut pas se leurrer, mais faut pas se cacher non plus dans des excuses de on était fatigué. Bon, les staffs techniques aussi, les staffs médicaux sont là pour assurer une récupération. C'est peut-être aussi aux joueurs de dire à un moment donné, je suis un peu fatigué, ou attention, sors-moi, ou voilà, apporte du 109. Bon. Donc voilà, sur cette animation offensive, un peu sur cette action qui est, je trouve, très caractéristique de ce qu'on a vu samedi soir avec l'équipe de France. Du coup, on va anticiper maintenant le match de demain soir. Qu'est-ce qu'on veut voir contre la Finlande ? Qu'est-ce que tu veux voir, toi ? Ce que je veux voir contre la Finlande, c'est tout ce que je t'ai dit auparavant. Une équipe qui va jouer très haut sur le terrain, avec une défense centrale qui va être positionnée au milieu du terrain, un très gros pressing, des dédoublements des latéraux, des ailiers qui percutent, 2 joueurs minimum à chaque fois dans la surface, donc ça peut être du Griezmann, Benzema, ou ça peut être un milieu qui va monter pour apporter sa présence, et surtout une capacité à récupérer très rapidement le ballon. Je pense qu'il faut vraiment étouffer cette équipe de Finlande, et si on est capable de mettre ces ingrédients en place, même s'ils vont jouer regroupés, on va se créer plein d'occasions, et après par contre, il va falloir être réaliste. Si tu es réaliste, tu arrives à 3-4-0 à la mi-temps sans problème. Mais par contre, à voir si les joueurs de l'équipe de France sont capables d'imposer ces séquences à la Finlande, sont capables de les étouffer dans leur moitié de terrain, sont capables, et même s'ils vont avoir les consignes de Didier Deschamps, d'emmener la Finlande dans un jeu où ils vont vraiment se faire étouffer, où ils vont devoir rendre les ballons très rapidement. Donc on va voir non seulement s'il y a les consignes, et aussi s'ils sont capables de le faire. Mais voilà, moi ce que je veux, c'est que la Finlande ne puisse pas bouger, qu'ils n'arrivent pas à ressortir le ballon. Impose un rythme terrible. Là, avec ça, je pense que contre la Finlande, tu peux pas perdre quand tu es l'équipe de France avec les qualités individuelles et intrinsèques que tu as. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de volonté et de
de volonté offensive, quoi, d'intention, qui ambitieuse un peu. On veut revoir une équipe de France ambitieuse et réaliste et pratiquant. Ça n'a jamais été le beau jeu, le jeu léché, voilà, le plus beau. Mais voilà, ça manque peut-être à trop vouloir assurer l'assise défensive. On en a perdu aussi les volontés offensives. Et petite question, tu gardes le 4-2-3-1 ? Oui, ah mais de toute façon, pour moi, le 4-2-3, il est indispensable avec un. Moi, j'aime bien du coup Griezmann, mais il faut avoir un buteur avec lequel tu vas être complémentaire et surtout deux ailiers qui percutent fort. Après, au milieu de terrain, comme tu as dit, on est armé, on a du matériel, mais il va falloir que sur les ailes ça percute. Après, Griezmann, t'inquiète pas, il va faire le taf en 10. Il n'y a pas de souci pour moi, surtout que là, il va revenir à l'Atlético, donc tu te dis, dans un an, il sera de nouveau en forme à ce poste, etc. Non, pour moi, il faut garder ça, mais il faut par contre trouver peut-être, enfin c'est surtout dans le jeu plus que dans le dispositif où il faut retrouver des joueurs capables de casser des lignes par une passe. Il faut retrouver voilà des défenseurs qui vont prendre un peu plus de risques plutôt que de jouer à la passe à 10, plutôt que de se faire des passes entre eux, un milieu de terrain qui décroche, qui remet derrière. Non, non, là faut jouer face au but, faut réussir à faire des appels, un Griezmann qui décroche, deux ailiers qui plongent, et c'est comme ça qu'on peut gagner. Après, évidemment, comme je t'ai dit, il faudrait avoir du réalisme, mais le 4-2-3-1 pour moi il le faut, et du coup ça passe par un Rabiot qui n'est pas sur une aile. Là il faut un vrai ailier. Pour moi Coman typiquement il va très bien dans cette équipe de France. Pour un match contre la Finlande il peut largement faire le taf, et après un latéral qui va être capable lui aussi de faire les efforts, de jouer haut, d'apporter sa qualité de centre, ça va être très important. Alors du coup, concernant la défense, quelle défense du coup alignée Moi je milite quand même pour une défense. On garde Lucas Digne à défaut de mieux, à défaut de Lucas Hernandez de toute façon. Donc Digne à gauche et une charnière centrale. Moi je vais avoir une charnière centrale Théo Hernandez-Varane. Ouais, On sait que Dédé il aime bien jouer un gaucher, un droitier, voilà, c'est une petite lubie et tout ça. Théo Hernandez il est gaucher, il fait des bons matchs au Milan. Il peut jouer en défense centrale et il a la qualité technique, il a la hargne pour s'imposer dans les duels, il a les qualités physiques aussi pour associer un Varane. Je trouve que c'est assez complémentaire. Donc moi je garderai cette charnière là et on installe Mukiele à droite. Allez, c'est bon. Moi j'aurais fait exactement la même, parce que du coup là tu les as les joueurs pour briser les premières lignes de passe, pour briser le pressing adverse. Tu as même un joueur comme Hernandez, tu vois, il va être capable de te mettre le coup de rein pour passer devant l'attaquant qui va faire le pressing et du coup effacer une première ligne. Non, pour moi c'est la défense qu'il faut faire, et puis du coup Mukiele il va t'apporter la densité physique, parce que Dubois il est gentil, mais Dubois il va pas être mauvais par exemple sur le placement, mais je trouve que sur son apport physique il est pas assez méchant dans les duels. Là, il faut des joueurs, tu sais, qui sont capables vraiment d'étouffer l'adversaire. Donc un Mukiele qui a l'habitude de le faire à Leipzig, qui a des fortes capacités physiques et qui est techniquement un bon joueur aussi, peut vraiment t'apporter ça. Et puis, du coup, si t'as un Hernandez, un Mukiele, tu vois, qui mettent l'impact dans les duels, bah, le message pour les coéquipiers, déjà, il est différent. T'as une défense qui est solide, t'as une défense qui récupère fort. Bah, du coup, c'est toute l'équipe qui, après, va commencer à pouvoir mettre son jeu en place. Ah, c'est ça, c'est directement, si les intentions sont là et l'agressivité est là dès le début par la défense et dans les premiers duels là, du match. Je veux dire, j'aime bien Timo Pukki, mais c'est un bon joueur. Mais bon, normalement, Varane Hernandez, ça le bouffe tous les jours au petit-déj, quoi. Donc, faut vraiment, comme tu dis, étouffer l'équipe. Après, moi, je sais pas, 4-2-3-1, 4-3-3, je sais pas. Avec peut-être un Rabiot incorporé dans le milieu à 3 qui va peut-être plus se projeter en phase offensive, et avec voilà, ces deux ailiers et un attaquant. Peut-être reposer un peu Griezmann, qui peut aussi mentalement être un peu usé. Voilà, un transfert, les critiques à Barcelone, des saisons à rallonge. Peut-être que ça peut être bien aussi de le souffle Antoine, tranquille, repose-toi. C'est la Finlande, normalement, on peut gagner sans toi. Voilà, au cas où il peut rentrer, mais peut-être qu'un petit peu de repos et un petit peu que l'influx redescende un peu, ça peut être pas mal pour lui et pour ses performances aussi. Je entends ce que tu dis. Sur Griezmann, ça s'entend, même si je pense justement que si tu arrives à bouffer les Finlandais en première mi-temps, tu peux très bien après le faire sortir la mi-temps et bam, le mec il peut se poser. Et par contre, moi sur le 4-3-3, non, mon avis perso, c'est que le 4-3-3 il est inefficace face à ce genre d'équipe, parce que tu vas trop avoir tendance après à faire tes passes latérales de merde, à revenir vers l'arrière, tu vas manquer d'un mec dans la surface. Pour moi, t'es à domicile face à la Finlande, c'est bon, tranquille, tu peux jouer avec deux milieux. En plus, on est des milieux qui ont 4 poumons chacun. Tranquille, tu peux après amener de la densité dans la surface. Tu as deux attaquants ou
un joueur comme Griezmann qui peut quand même être considéré comme un attaquant. Je pense qu'il faut jouer, il faut leur mettre de la densité. Eux, en plus, ils vont être regroupés derrière. Donc, 3 joueurs au milieu, pour moi, c'est. Tu identifies trop ton milieu et du coup, l'attaque, il va manquer un mec souvent. Voilà, j'aurais pas pu mieux dire. Très bien. On attend du coup ce match de l'équipe de France ce mardi 7 septembre pour finir cette série de 3 matchs et peut-être, espérons-le, terminer sur une bonne note avec un bon match et un résultat positif pour se rassurer aussi dans la course à la qualification et à la première place. On sera bien sûr là pour débriefer après le match par des articles, par des vidéos. Voilà, restez à l'affût de tout ça sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et bien sûr, en attendant, on va souhaiter quand même une bonne récupération aux Bleus, une bonne chance. Et puis on se retrouvera donc ce mardi à 20h45 pour bouffer du finlandais. Ça me paraît pas mal. Bah, du coup, on peut se dire à mardi. Et puis, à ce moment-là, beau match. Et puis, on espère une victoire. Eh bien, mardi. En attendant, prenez soin de vous. Et ciao. Ciao.